Bonjour à tous, bienvenue donc à ce séminaire de la règle du jeu consacré à un sujet à la fois d'actualité et on le verra d'ailleurs au cours de notre conversation suivi de vos questions, un sujet aussi inactuel, intempestif même, puisqu'on va se demander comment reconstruire, comment refonder notre vie politique, peut-être au-delà d'ailleurs de notre vie politique stricto sensu, notre vie publique. C'est un sujet très important pour nous d'ailleurs à la règle du jeu. C'est la première fois, en revanche, que nous avons le plaisir de recevoir Corinne Lepage, qui est ancienne ministre, qui est présidente aussi d'un parti, un parti qui se situe par-delà, peut-être les logiques partidaires, qui s'appelle CAP 21. Elle nous en dira tout de suite, j'imagine tout à l'heure, un mot dans le courant de la conversation, et qui vient de publier, après une charge contre les collusions d'une partie de l'État avec les lobbies nucléaires chez Albin Michel à la rentrée dernière, deux nouveaux livres justement d'intervention. L'un qui s'appelle Les mains propres, un livre au titre sartrien, ou plutôt un antonyme du titre sartrien, qui vient de paraître aux éditions Autrement, et précédé d'ailleurs d'un recueil que vous publiez aux éditions Max Milo avec Bouchera Azouz, Les femmes au secours de la République. Ces deux livres d'ailleurs peuvent se lire vraiment ensemble, mais tout de suite on va partir, peut-être Corinne Lepage, du constat que vous faites, constat d'un blocage de notre vie publique, d'un blocage de la société française, ou en tout cas du rapport que la sphère politique, certains disent la bulle politique, entretient avec la société française. Je vais prendre un extrait d'ailleurs de l'introduction de votre nouveau livre, où vous écrivez « Lorsque ce que nous avons en commun se floute jusqu'à devenir incertain et que ceux qui sont chargés par mandat de représentation de le définir semblent l'oublier, alors le pays tangue ». C'est ce qui nous arrive là en ces premières semaines de l'année 2015. Oui, d'abord Alexis Lacroix, merci de m'inviter à la règle du jeu et merci à ceux qui sont dans la salle d'avoir sacrifié un dimanche matin pour être parmi nous. Je crois que c'est un constat qui est quand même très partagé. Je n'ai pas le sentiment d'être d'une grande originalité en écrivant cela et en le disant. Je pense que beaucoup de nos concitoyens sont très perdus, n'ont plus vraiment les repères, sont très inquiets. Et ceci donne les résultats que nous voyons avec un monde politique qui tourne sur lui-même, qui est nombriliste et qui oublie trop souvent l'intérêt général. Je dirais que ce qui s'est passé, pour prendre un exemple dans l'actualité, avec la loi Macron est quand même quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que les logiques partisanes ont fait que ceux qui étaient pour ont voté contre et ceux qui étaient contre ont voté pour. Donc tout ça n'a vraiment plus aucun sens. Alors avec la loi Macron, justement, vous nous faites entrer un peu dans le cœur, j'allais dire le cœur nucléaire ou le cœur du réacteur nucléaire de votre argumentation dans Les mains propres. C'est pas le mot qu'il faut employer avec vous, on verra pourquoi. C'est qu'en fait, ce que vous montrez, c'est qu'au fond, les partis tels qu'ils existent aujourd'hui se sont étendus, ont considérablement étendu leur spectre idéologique, et donc ils ont perdu, de ce point de vue-là, tout leur tranchant programmatique. Vous prenez évidemment les deux exemples principaux qui viennent à l'esprit. L'UMP, dont on a du mal à définir la ligne, dans laquelle d'ailleurs aujourd'hui se profilent deux lignes très antagoniques, qui sont structurées autour du discours, disons, patriotique, souverainiste, identitaire, que Patrick Buisson avait vendu à un moment à Nicolas Sarkozy, et puis la ligne plus fédéraliste, plus décentralisatrice probablement aussi, peut-être plus girondine dans son héritage, que Alain Juppé essaye aujourd'hui d'incarner. Et puis il y a évidemment, là vous venez d'y faire référence, Corinne, le Parti socialiste, qui semble quand même de plus en plus scindé, culturellement en tout cas, en deux lignes adverses qui se sont affrontées au moment de la ratification de la loi Macron. Alors je crois que... de mon point de vue, on assiste en fait au cumul de deux évolutions. La première, c'est que les partis politiques ne sont devenus que des outils de conquête de pouvoir. Que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour conquérir le pouvoir ? Convaincre le plus grand nombre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour convaincre le plus grand nombre ? On vise large. Et donc, on fait coexister des contraires, de manière à essayer de capter la clientèle électorale la plus large. Sauf que, évidemment, au niveau du programme, ça devient très difficile, parce que ou bien
on n'a pas grand-chose, ou bien on a des propositions qui sont totalement contradictoires, les unes avec les autres, pour chacune satisfaire un bout de son électorat. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je ne suis pas sûre que les substrats idéologiques, mais ça, on peut en discuter, sur lesquels ont été bâties nos grandes familles politiques, soient encore très opérationnels. Parce que quand en France, on dit droite-gauche, on avait en fait l'idée qu'il y avait le progrès, c'était la gauche, et puis la gestion, le patrimoine, c'était la droite. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère vraiment que c'est un clivage qui est très opérationnel? Est-ce que c'est un vrai clivage? Je ne suis pas sûre du tout. Et je suis d'autant moins sûre que dans chacune des deux familles, on va trouver des partisans de l'un et de l'autre. Alors bien sûr qu'il y a des clivages dans notre société, ça c'est une évidence, mais je ne suis pas sûre que les clivages majeurs, ce soit ceux-là. Donc là, on a une vraie difficulté. Et ce qui fait que beaucoup de nos concitoyens, d'abord considèrent qu'en définitive, les programmes ne sont pas si différents les uns des autres, d'où l'accréditation de l'UMPS que nous connaissons bien. Et d'autres, beaucoup, se réfugient tout à fait directement dans l'abstention. Moi, ce qui me frappe dans la montée du Front National, ce n'est pas une montée en nombre, c'est une montée relative plus qu'en nombre de votants. Bien sûr, il y a un peu plus de votants, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de votants en règle générale, dans l'espace français, parce que les gens ne s'y retrouvent plus et ne savent finalement pas pourquoi ils votent quand ils votent pour quelqu'un. Alors vous en faites quand même le cœur de votre argumentaire, c'est-à-dire au fond deux larges blocs politiques, l'un de centre-droit, l'un de centre-gauche, pour aller très vite, qui n'ont plus véritablement de doctrine cohérente. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que l'opposition sur laquelle, disons, la vie politique de la Ve République s'est bâtie, mais qui plonge ses racines d'ailleurs probablement dans l'héritage de 89, l'opposition au fond pour aller très très vite, de la montagne et de Thermidor, se soit peu à peu effritée, vidée de sens, et qu'elle ne corresponde plus au vrai clivage que vous allez d'ailleurs nous expliquer. Parce que le monde a changé très vite. Qu'il y a bien sûr l'impact de la mondialisation, que nous sommes omnubilés par le monde qui est en train de s'effondrer, ce qui est très angoissant, c'est très anxiogène, et nous ne voyons pas celui qui est en train de naître, qui lui est beaucoup plus enthousiasmant. Parce que dans notre pays, il y a certes tout ce que l'on voit en termes de drame du chômage, mais vous avez aussi des innovations, de nouvelles entreprises, des collectivités locales qui travaillent différemment, un nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Celui-là, on ne le voit pas. On ne le voit pas, d'abord on n'en parle pas beaucoup. Dans les médias, un petit peu, mais pas beaucoup, pas assez en tout cas, pour donner la pêche aux gens et pour leur donner des perspectives. Donc on est omnubilé sur le passé, on ne regarde pas du tout, même pas l'avenir, mais ce qu'il y a déjà ici aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait clair. Ségolène Royal m'a donné une mission sur le développement de la nouvelle économie, l'économie ce que j'ai appelé du nouveau monde, c'est-à-dire en fait le mariage de l'économie connectée, de l'économie verte. C'est ça l'économie du nouveau monde. Et je suis frappée, dans les auditions que nous faisons, de voir à la fois des trucs formidables, extraordinaires, vraiment formidables, enthousiasmants, et les blocages auxquels les gens se heurtent. Et de voir que des idées, et donc des entreprises, tout à fait innovantes, n'arrivent pas à se développer chez nous et vont se développer à côté. Non pas parce que les gens veulent quitter la France pour des raisons fiscales, hein, c'est pas du tout ça, c'est qu'ils peuvent pas. C'est-à-dire qu'on a des réglementations qui sont conçues très souvent pour éviter que le nouveau monde ne puisse se développer. Donc on a tout un laïus autour de la réglementation, tue, etc., principe de précaution, enfin tout ce qu'on entend. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que les réglementations qui sont mises en place le sont le plus souvent par des grands groupes qui veulent garder leur marché et évitent que les autres puissent se développer. C'est ça qui se passe dans la vraie vie. Alors vous vous souvenez que Michel Crozier, il y a maintenant plus de 40 ans, avait signé un livre que certains considèrent encore comme prophétique, qui s'appelait La société bloquée. Vous adhérez globalement à son diagnostic de libéral modéré, mais quand même de libéral? Je pense qu'on a besoin d'une forme de libéralisme, mais avec une perspective.
C'est pas du libéralisme pour du libéralisme. C'est une perspective d'adaptation à ce monde nouveau. Le drame de nos jeunes, parce qu'il faut quand même bien appeler les choses par un nom. Bon, c'est que beaucoup d'entre eux ont plein d'idées, mais qui ne peuvent absolument pas les mettre en œuvre, qui ne trouvent pas les financements pour le faire et qui se heurtent sans cesse à des impossibilités. J'avais écrit il y a 20 ans, on ne peut rien faire, Madame le Ministre. Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup changé. Ce que je voulais dire par là, c'est pas que je pouvais rien faire, c'est que quand je proposais quelque chose, c'était a priori pas possible. Et on est un pays où c'est vrai qu'a priori, c'est pas possible. Alors ensuite, quand on se donne un peu de mal, ça devient possible, mais c'est très difficile. Donc on est dans ce type de blocage-là, et la question, c'est comment est-ce qu'on permet à cette société nouvelle d'émerger. Or, avec la classe politique, je reviens à notre sujet que nous avons aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce sont essentiellement des gens qui sont totalement déconnectés de ce monde-là. Alors un mot quand même, Corinne Lepage, avec ce discours, mais vous allez nous expliquer pourquoi vous le tenez. Hein. Vous ne craignez pas d'apporter votre voix, même involontairement, au cœur aujourd'hui très fourni des populistes? C'est bien sûr une question que je me suis posée, étant entendu que je ne me classe pas dans cette catégorie et que je la trouve dangereuse. Mais je ne crois pas non plus que ce soit en ne nommant pas les choses qu'on règle les problèmes. Et je pense qu'un des drames de notre pays aujourd'hui, c'est de n'avoir pas voulu nommer et d'avoir mis sous le tapis pendant 30 ans des sujets dont chacun d'entre nous, nous étions parfaitement conscients qu'ils existaient. Donc je crois qu'il faut dire les choses et ensuite il faut trouver les réponses. Ce n'est pas la peine de parler de sujets si on n'a pas des solutions. Ça, c'est pour moi je dirais, une ligne de conduite depuis 20 ou 30 ans. Je me suis beaucoup posé la question, par exemple, quand on a commencé à parler de changement climatique il y a 25 ans ou 30 ans, de dire est-ce qu'il faut en parler ou pas, parce que est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Et parce que je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose, j'en parle. Pour ce dont vous parlez à l'instant, c'est parce que je suis persuadée que nous avons les solutions que j'en parle. Or, nous les avons, ces solutions. D'abord, tout le monde n'est pas pourri. Point numéro 1. Et deuxièmement, c'est un système qu'il faut condamner, plus que des hommes ou des femmes qui sont conduits par le système à avoir des comportements limites, voire déviants. C'est ça le fond de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle je m'attaque effectivement au système partitocratique existant. Parce qu'il conduit à ces dérives-là. Il conduit à donner le pouvoir à des gens qui n'ont aucune expérience de la vie de tous les autres. C'est toutes les nomenclaturas, les assistants de tout poil qui commencent à 25 ans en sortant d'une école et qui terminent dans leur plan de carrière à 85 ans au Sénat. Voilà, moi je crois que cette professionnalisation-là de la vie politique est une catastrophe. Pourquoi? Parce que nous avons tous besoin de vivre. Et qu'à partir du moment où la politique devient un métier, eh ben, vous défendez votre job avant de défendre l'intérêt général pour lequel vous êtes élu. Et c'est ça la difficulté. Alors il y a peut-être plusieurs noyaux, disons, de despotisme ou despotique au cœur de la République en France, des noyaux qui justement mettent en danger l'esprit républicain. Pour vous, visiblement, l'un des principaux, justement, c'est cette partitocratie, hein, dont vous analysez d'ailleurs, avant de le déconstruire, le fonctionnement. Pourquoi? Parce que ça conduit à des dérives, notamment de nature financière. Et vous savez, Alexis, il y a un vieux proverbe qui dit « le poisson pourrit par la tête ». L'exemplarité, c'est en haut. Si nous sommes un pays dans lequel, malheureusement, le clientélisme, les petits passe-droits, faire sauter ses PV, etc., devient un sport national, c'est bien parce que beaucoup de gens se disent à partir du moment où en haut ils le font, il leur arrive rien. Je vois pas pourquoi moi, puissance moins 100, ce que je suis en train de faire, je le ferai pas. Donc, non pas que je sois Saint-Just, pas du tout, mais je crois vraiment que cette forme d'immoralité est une gangrène pour la société. Elle est pour la société française, mais elle l'est aussi à l'échelle du monde. Une partie, bien entendu pas la totalité, mais une partie de ce qui se passe au niveau international est liée aussi à des affaires de corruption et au fait qu'on a des pays dans lesquels il y a énormément de richesses,
Sauf que ces richesses, les gens qui habitent ces pays n'en voient jamais la couleur. Oui. Et vous avez le sentiment, vous qui êtes dans la vie publique française, pas uniquement politique d'ailleurs, on va y venir, vous avez le sentiment que depuis 30 ans, le niveau global, disons, de corruption de ce qu'on appelle souvent la classe politique a augmenté, s'est accru, ou c'est une illusion perspective là? C'est très difficile de le savoir, parce qu'il y a des choses qui sortent, puis il y en a qui ne sortent pas. Bon. Les lois sur le financement politique n'ont manifestement pas eu l'effet escompté. Lorsque on voit par exemple des affaires comme Big Malion, on se dit que la Commission nationale des comptes de campagne, qui se montre extrêmement méticuleuse lorsqu'il s'agit des dépenses faites par des malheureux candidats qui, au niveau local, ont eu la mauvaise idée d'utiliser leur porte-monnaie pour payer leurs dépenses d'essence ou une petite réunion. Cela, c'est illégal, donc je n'en disconviens pas. Enfin, ils sont sérieusement tapés sur les doigts et 22 millions, ça passe à l'as. Donc il y a quand même un souci. Tout simplement parce que la manière dont les lois ont été pensées, elles ont été pensées par les partis politiques. Et ils ont été pensés pour eux, donc avec les échappatoires qu'elle est avec. Et aujourd'hui, la Commission nationale des comptes de campagne n'a pas les moyens de faire son travail, puisqu'elle n'a pas les moyens d'aller investiguer convenablement dans les comptes des partis politiques et de faire la correspondance entre les campagnes électorales et les comptes des partis politiques. Bon. Et ce que j'écris dans ce livre, c'est que la classe politique est la seule dans notre société qui s'autogère. Tous les autres, si je puis dire, toutes les autres catégories de la société sont gérées par le Parlement, par la loi. La classe politique, elle s'autogère. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que sur les grands principes, ça devrait être un système référendaire. Il va y avoir une loi référendaire pour fixer le système. Mais même quand il y a une loi référendaire, ce n'est pas une garantie à tout prix. Et je vais vous en donner un exemple. En 1962, quand le général de Gaulle a décidé de faire élire le président de la République au suffrage universel, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, vu ce qui se passe aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. On lui avait dit, il y a deux solutions. Ou bien ce sont les partis politiques qui déterminent les candidats, ou bien vous ouvrez largement pour que ça puisse être les citoyens. Et de Gaulle avait choisi la deuxième solution. Et donc, la loi référendaire que nous avons votée, moi pas, parce que, et vous non plus, parce qu'on était tous trop jeunes à l'époque, en fait, nos parents ont voté en 1962, ou grands-parents pour certains, elle comportait deux types de dispositions. Une disposition qui était qui est dans la Constitution, là, elle n'a pas bougé, et une disposition qui était dans une loi organique. Et le système était le suivant, il fallait, sans parrainage, dit la Constitution, de citoyens titulaires d'un mandat, et les mots ont un sens, hein. Et ces citoyens titulaires d'un mandat pouvaient, en 1962, être des membres du Conseil économique et social. Très intéressant. Le Conseil économique et social, il n'est pas élu, il représente la société civile. Et donc, ça a été le système voté par le peuple français, en 1962. 1976, les partis politiques reprennent le truc, et une loi organique vient modifier cette loi de 62, partie législative, pas la partie constitutionnelle, pour passer de 100 à 500, mais à mon avis, ce n'est pas ça le plus grave, et supprimer la possibilité pour les membres du Conseil économique et social de parrainer un candidat à la présidentielle. Et c'est comme ça que ce sont les partis politiques qui se sont réappropriés, en réalité, la possibilité de présenter des candidats à la présidentielle. Bon. Pourtant, c'est une loi votée par le peuple français. Mais visiblement, ça n'a choqué personne que ce soit le Parlement, c'est-à-dire les partis politiques, qui décident de changer la règle du jeu. Alors évidemment, avec son corollaire que vous développez, c'est l'accès aux médias. C'est-à-dire que les petites formations politiques, CAP 21, vous allez nous dire d'ailleurs sur quel principe vous l'avez fondé, il y a maintenant plusieurs années, sont limitées dans leurs accès aux grandes émissions de flux. Vous avez dû vous-même batailler, vous citez des exemples, vous pouvez nous raconter ça, hein. Alors, CAP 21 est né en 96, donc vous voyez, ça fait presque 20 ans. Ça signifie citoyenneté, action et participation pour le 21e siècle. Oui, c'est pas seulement mettre le cap sur le 21e siècle. C'est pas mettre le cap sur le 21e siècle, c'était citoyenneté, action et participation pour le 21e siècle. Donc, c'est un petit parti écolocentriste qui m'a porté à la présidentielle en 2002, mais
qui effectivement a rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer, notamment avec le CSA. Alors, je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, nous sommes fondus dans une entité un peu plus grande qui s'appelle donc CAP 21, le Rassemblement citoyen, parce qu'en 2013, j'ai eu l'idée, avec quelques autres, je n'ai pas fait ça toute seule, de dire qu'il fallait sortir des partis politiques et que CAP 21 en était un comme les autres, petit, mais je dirais avec des déviances comparables, non pas sur le plan financier, on n'a pas les moyens de ça, mais je dirais sur le plan du mode de fonctionnement, du logiciel. Et donc, nous avons monté un système, un parti, un mouvement, une coopérative, dans lequel les non-politiques ont 50% du pouvoir. Ça s'appelle le Rassemblement citoyen. Et donc, on a fondu les deux en décembre 2014. Donc, c'est quelque chose d'assez original, puisque c'est une confédération. Donc, il y a à la fois des personnes morales et des personnes physiques, un peu comme était l'UDF, avec des adhérents directs et des mouvements, si vous voulez, c'est un peu la même chose. Il y a une dizaine de personnes morales, dont certaines ont une vocation politicienne et d'autres purement associatives. Et au sein des personnes physiques, c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent faire de la politique et il y a des gens qui ne veulent pas être élus. Ce n'est pas leur truc. Mais par contre, tout ce qui est programmatique et investiture est décidé ensemble. Et je vous assure que ça change drôlement la règle du jeu. Voilà. Donc, j'ai eu toutes les peines du monde avec, effectivement, le CSA. Je dirais, du reste, ça continue, puisqu'aujourd'hui, nous avons un député qui est membre du Rassemblement citoyen, qui s'appelle Jacques Krabal, qui était au Parti radical de gauche et qui nous a rejoints. Donc, logiquement, ça devrait nous donner du temps d'antenne, mais pas du tout. Le CSA a décidé que ça ne changeait rien. J'ai eu, effectivement, maille à partir au niveau des européennes, pour prendre le dernier exemple en date, où, environ un mois avant les élections, je me suis rendu compte qu'on avait un temps d'antenne qui était quelque chose comme 0,3%, enfin totalement ridicule. 30 secondes ici, 45 secondes là, absurde, totalement absurde. Et donc, j'ai fait un recours devant le Conseil d'État, un référé devant le Conseil d'État pour demander du temps d'antenne. Alors, le CSA dit le temps d'antenne est en fonction de l'équité, d'accord? Et c'est quoi les règles d'équité? Ah ben, les règles d'équité, pour moi, c'est la tête du client. Pour le CSA, c'est des règles très objectives. Moi, je vous dis, mon interprétation, c'est tête du client. Donc, on me dit, il faut prendre en compte les résultats des dernières élections. Ben, je dis très bien. Quand je me suis présentée toute seule en 2004 aux européennes, j'ai fait près de 4%, et avec le MoDem, j'ai fait 8%. Alors, on me dit, oui, mais avec le MoDem, ça compte pas. Bon, d'accord, ok. Alors, prenons 4%. Ah oui, mais aujourd'hui, vous êtes à 2%. Ah ben oui, mais alors, c'est quoi la règle? C'est les sondages d'aujourd'hui qui dépendent de ma vision médiatique, ou est-ce que c'est les résultats passés? On n'en sait rien. Donc, nous allons devant le Conseil d'État, mais de toute façon, on était en train de discuter entre 2 et 4%, pas 0,1% ou 2%. Et devant le Conseil d'État, le CSA se défend en disant « mais la présence médiatique se juge sur la durée ». Donc sur les 4 semaines qui restaient à courir. Je dis oui, sauf qu'on ne pourra jamais rattraper le retard. Ah mais si, mais si. Je dis mais non, mais non. Eh bien ça a été mais non, mais non. Et donc 4 jours avant le vote, le CSA a estimé que les temps de parole étaient très inéquitables, a lancé des mises en demeure aux différentes radios et télé en disant qu'un certain nombre de candidats, dont moi-même, nous n'avions absolument pas eu un temps de parole correct. Bon, ça a été pareil du reste des autres partis citoyens, c'est-à-dire Nouvelle Donne et Nous Citoyens, ça a été à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on a un système qui favorise outrageusement les grands partis. Alors, ce qui est agréable dans votre livre aussi, Corinne Lepage, c'est que c'est vrai, vous ne ménagez personne, rien ni personne. Je dis la vérité. Vous êtes un peu péguiste de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les grandeurs d'établissement, visiblement, ne vous font pas peur. Et donc, vous étriez aussi une partie de la presse écrite, non sans peut-être excès ou injustice, mais enfin, en tout cas, vous écrivez entre la Pravda de droite, qui est le Figaro, qui soutient ouvertement l'UMP, et encore de préférence sa frange la plus à droite, et Libération qui fait les yeux doux à EELV et à la gauche de la gauche, Le Monde qui a sa propre ligne politique et n'accepte de rendre compte ou de publier que dans la mesure de la compatibilité avec cette ligne, l'espace est pour le moins fermé. C'est pas un peu excessif ?
C'est peut-être un peu excessif, mais enfin, je pense que c'est empreint, enfin, en ce qui me concerne, d'une vérité incontestable. C'est-à-dire que je n'arrive pas à m'exprimer très clairement. Donc, heureusement, aujourd'hui, il y a un truc formidable, ça s'appelle Internet. Et le Huffington Post, par exemple, m'ouvre très régulièrement ses colonnes, comme le Nouvel Obs, le Plus du Nouvel Obs. Et c'est grâce à ça que je peux m'exprimer. Mais sur Libé, je suis pratiquement jamais citée. Le Figaro, j'en parle pas, parce que je suis une traîtresse. Et oui, je suis une traîtresse. Et Le Monde, très très difficile. Alors on va revenir justement sur les solutions que vous préconisez. Avant quand même une question. Pourquoi cette, disons ce caractère un peu presque absent, ou en tout cas très léger, des références que vous faites à l'idée républicaine? C'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'en réclament. Pas seulement d'ailleurs notre Premier ministre, avec justesse d'ailleurs et antériorité. Mais beaucoup de personnes pensent qu'au fond, la sortie hors du blocage de la relation, disons aujourd'hui compliquée, des institutions politiques et de la société civile, ça serait la redécouverte de l'idée républicaine. Vous, visiblement, je ne dis pas que vous y êtes hostile, mais vous ne pensez pas que ça soit la panacée. Pourquoi ? Je partage... Enfin, pardonnez-moi, mais si c'est l'idée que vous avez en me lisant, c'est que je me suis mal exprimée. Parce que je veux dire, entre l'un et l'autre, que ce soit les femmes au secours de la République ou que ce soit la proposition que je fais, je pense que je m'inscris dans cette ligne républicaine. Je vais essayer de m'exprimer là-dessus. L'idée de considérer les individus comme des citoyens, c'est-à-dire indépendamment de leur origine, de leur appartenance culturelle, religieuse, sociale, est quand même une idée formidable. Le problème est, et donc l'idéal républicain est pour moi absolument fondamental. Et dans le bouquin qu'on a coécrit avec Bouchra, qui sont deux expériences totalement différentes. On vient de deux univers qui n'ont strictement rien à voir. Et on a écrit la même chose, puisqu'on a coécrit un bouquin. Et que vous placez d'un peu sous le signe de la référence admirative à Olympe de Gouges, qui en 1793 voulut être homme d'État, et il semble que la loi, ajoutez-vous, ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Oui. Donc, je vais vous dire, ce que nous écrivons aussi, c'est que quand il s'est agi de mettre des femmes au Panthéon, on a choisi des femmes tout à fait remarquables, qui ont fait des choses formidables au niveau de la résistance, mais on aurait pu mettre effectivement des femmes qui ont été remarquables par leur combat pour le féminisme, non. Et comme l'écrit Bouchra, mais je l'ai signé, quand on a dit « touche pas ma potesse », on l'a oublié aussi. Donc je veux dire par là que la question de la femme est une question qui nous revient comme un boomerang, et qui est absolument centrale dans le sujet d'aujourd'hui. Mais je reviens à votre question, qui revient aussi à la question partitocratique. Je pense que les besoins de chacun de nos partis politiques est tel que la capacité de s'élever au-dessus de ces besoins, c'est-à-dire d'être en capacité de faire ce que le Conseil national de la résistance a su faire en 1945, ils ne sauront pas le faire. Ils ne sauront pas le faire parce que précisément les structures politiques ne peuvent pas s'en satisfaire. Je ne pense pas. Par contre, je crois que la société civile est en capacité de le faire. Et les relations que j'ai aujourd'hui avec des mouvements aussi différents que nous, citoyens, qui est plutôt libéral, centriste, et Nouvelle Donne, qui est quand même plus à gauche. Nouvelle Donne, c'est Pierre Larouturou. C'est Pierre Larouturou, mais aussi avec le pacte civique, avec les zèbres, avec On passe à l'acte, avec des gens du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. On est en train de discuter, de voir ce que l'on peut faire ensemble. On s'est tous réunis à Angers au mois d'octobre pour travailler là-dessus. Pourquoi ? Écoutez, quand vous voyez ce que le CNR a été capable de faire en 1945, vous aviez des communistes, des gaullistes et le même RP, des chrétiens démocrates. Ils ont été capables d'écrire, ils n'étaient pas d'accord sur plein de choses, ça c'est clair. Mais ils ont quand même été capables d'écrire un projet qui nous porte encore aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas capable d'écrire un projet sur lequel on ne nous demande pas d'être tous d'accord sur tout, parce qu'on ne sera jamais tous d'accord sur tout, mais où on est d'accord sur une plateforme commune
qui permettent de rassembler le plus grand nombre et qui permettent surtout à chacun de pouvoir être un acteur. Je crois que ce qui est terrible dans la société française et qui est en contrepoint de l'idée républicaine, parce que l'idée républicaine, c'est le citoyen acteur. C'est ça l'idée républicaine. C'est l'égalité, mais le citoyen acteur. Nous sommes devenus des administrés et non pas des citoyens. Et l'idée de citoyenneté ne doit pas être préemptée par une partie de l'arc-en-ciel politique, quel qu'il soit. C'est une idée centrale qui est liée à la nation française. Alors là, vous vous expliquez très bien. Vous montrez qu'il y a, contrairement à ce que prétend une Vulgate, dont Régis Debray d'ailleurs a été l'auteur, sans doute involontaire, mais il n'y a pas d'opposition théorique ou philosophique entre l'idée démocratique et l'idée républicaine. L'enjeu, c'est plutôt aujourd'hui de revivifier, de réinventer l'idée républicaine en passant, disons, à un stade où enfin on va travailler collectivement à démocratiser véritablement la République. C'est-à-dire peut-être aussi, et là ça rejoint notre conversation de départ, c'est comme ça que j'ai compris d'ailleurs vos deux livres, nettoyer les écuries d'Augias, des poches au fond de despotisme qui continuent à exister dans la République française. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, puisque là on évoque aussi avec vous bien sûr un certain nombre de pistes qui sont à la fois républicaines et démocratiques pour revitaliser la vie publique française. Bien, si vous voulez, d'abord, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Je ne sais pas si cela vous frappe aussi, cher Alexis. C'est quand vous regardez notre société, quand vous regardez les pays voisins, quand vous regardez ce qui nous entoure, on voit qu'on a un monde qui s'est transformé avec la révolution numérique, totalement transformé, qui est devenu un monde horizontal, qui est devenu un monde en réseau. Vous voyez le monde économique qui se transforme. Vous voyez les phénomènes, alors que ce soit sur le monde de l'entreprise, des gens comme Blablacar, par exemple, le crowdfunding qui réunit de plus en plus de gens, les monnaies alternatives qui permettent, qui se développent beaucoup dans un certain nombre de nos villes et qui permettent aux gens de disposer d'une monnaie dont ils savent qu'elle va servir à l'économie locale. Donc il y a une réappropriation du territoire et du développement économique. Quand vous voyez des territoires qui décident de devenir autonomes, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, une ville comme Barcelone, vous allez me dire c'est pas chez nous, mais quand même, c'est pas très loin, qui a un projet qui fait de cette ville en 2030 ou 2040, je ne sais plus, une ville autonome totalement énergétiquement et autonome à 50%, tant sur le plan de son alimentation, ça veut donc dire une agriculture urbaine, que sur le plan de sa production industrielle, parce qu'elle devient une Fab City. Hein. Donc, vous voyez cette transformation qu'on n'imaginait pas il y a 15 et 20 ans, et il n'y aurait que le système politique qui, lui, serait inchangé. Eh ben non. Ben non. Il faut qu'il se transforme. Ça peut exister, une bottom-up republic ? Eh ben, je pense qu'il faut qu'on l'invente. Le mouvement se fait en marchant, mais il est clair qu'aujourd'hui, la mise en réseau, alors elle peut aboutir à des situations qui ne sont pas très républicaines, mais elle peut aussi être utilisée pour le meilleur, par la mise en réseau précisément de ceux qui s'inscrivent dans ce nouveau monde, qui n'est pas de droite ou de gauche, parce qu'il combine effectivement une efficacité économique, parce qu'elle est indéniable, un souci de juste répartition, un souci de prise en compte du défi écologique qui est quand même absolument majeur. Je pense que personne n'imagine réellement ce qui est en train de nous tomber sur la tête à ce niveau-là. On va y venir, oui. Donc, je crois qu'il y a là une source d'innovation sur le plan politique absolument extraordinaire. Alors, je vais faire ma question, je ne sais pas, muréienne, michéaéienne ou finkielkrautienne. Bon, la mise en réseau, très bien, d'accord, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, très bien, mais c'est aussi le panoptique inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants sont surveillés par une société civile, à la fois anonyme et ultra-interventionniste. Est-ce que, de ce point de vue-là, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne peuvent pas être un instrument d'asphyxie des procédures démocratiques ? Cher Alexis, une technologie, elle n'est jamais bonne ou mauvaise en elle-même, elle est bonne ou mauvaise par l'usage qu'on en fait. Bon. Je pense qu'on est en face de quelque chose qui est complètement nouveau. On n'a jamais pensé le droit en fonction de cette nouvelle technologie et on imagine qu'il faut inventer du droit pour elle. Moi, je pense plutôt qu'il faut appliquer du droit commun à cette nouvelle technologie. Et je pense qu'on a dans notre arsenal juridique, si on se donne la peine d'être un peu innovant, tout ce qu'il faut pour essayer de contrebalancer tout cela.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la surveillance, c'est vrai, elle est nécessaire sur un certain nombre de points. Je pense notamment à toutes les questions financières. Parce que quand on est un élu, on a des comptes à rendre. Et qu'on n'a pas la meilleure manière de n'être pas suspecté, c'est de dire les choses comme elles sont. Et finalement, c'est assez facile. Mais en revanche, il y a la sphère de la vie privée. Si vous avez décidé de ne pas l'exposer, vous ne l'exposez pas. Le fait qu'un certain nombre de responsables politiques, parce que effectivement le jeu médiatique fait que pour qu'on parle de vous, il faut que vous vous pliez à un certain nombre de règles, n'est pas une obligation. Et je pense que beaucoup en reviendront. Et que la limite, elle est à établir entre la sphère privée, qui n'a aucun intérêt pour le public, sauf du voyeurisme, et la sphère publique, qui, elle, est extrêmement importante pour la confiance dans nos élus. Voilà. Alors, sur les pistes, il y a effectivement, je propose beaucoup de choses, parce qu'encore une fois, je reviens à mon propos de départ, c'est pas la peine de critiquer quelque chose si on n'a pas des solutions à apporter. Or, il y en a des solutions. Il y a d'abord des solutions sur tout ce qui est le contrôle financier des élus. Je pense que c'est quelque chose de très important. Sur les trafics d'influence, on voit encore des choses en France qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire des doubles, des triples casquettes qu'on ne peut pas, à mon avis, qu'on ne peut pas tolérer. Et la Haute Autorité pour la transparence de la vie financière est, à mon avis, une innovation majeure. Son président est tout à fait volontariste. Et je pense que tout cela va avancer finalement très vite. Et je vous en donnerai un exemple. Vous n'avez peut-être pas fait attention à cela, mais moi, ça m'a beaucoup amusé. Il y a environ un an, quand les députés et sénateurs ont été astreints à rendre publiques leurs déclarations. Ces déclarations, elles ont été faites sur des feuilles volantes, manuscrites, totalement inutilisables pour le plus grand nombre. Il y a une association qui s'appelle Regard Citoyen, qui a lancé un appel au peuple, c'est le cas de le dire, pour demander à tous ceux qui étaient familiers des tableaux Excel s'ils étaient prêts à aller recopier tout ça pour en faire des tableaux, qu'on puisse avoir une vision claire. Il y a 5000 personnes qui se sont manifestées. Et en 3 jours, c'était fait. En 3 jours, toutes les déclarations étaient lisibles et consultables de manière simple sur Internet. Pour vous dire que oui, c'est vrai qu'il y a une surveillance, mais d'un autre côté, il y a une vraie appétence, non pas pour surveiller, mais pour que les choses soient dites clairement. Les 5000, c'était peut-être pas les plus favorables aux ministres concernés, hein. C'est bien possible. C'est bien possible, mais si ça en avait été d'autres, il y aurait eu 5000 de l'autre camp pour faire le même travail, je suppose. Voilà. Donc, on est entré dans une ère qui est nouvelle, et je pense que le civisme, il doit ensuite descendre. C'est-à-dire que c'est chacun d'entre nous qui doit aussi être responsable de ce qu'il fait et de et de son propre comportement. Parce qu'on parle beaucoup des droits, il y a aussi les devoirs. Et les devoirs, ils sont en haut, mais ils sont à tous les niveaux. Alors, on va évoquer aussi, on va revenir sur les principes, sur la question de la laïcité, parce que c'est important. On va revenir aussi sur le déplacement des clivages, puisque vous citez à la fin des mains propres, il ne faut pas que je me trompe, avec ce titre sartrien, vous citez à la fin des mains propres l'œuvre justement de Rassemblement national qui a été celle du Conseil national de la résistance, quand il s'agissait de reconstruire la France. Après tout, l'esprit du 11 janvier n'est peut-être pas totalement mort de ce point de vue-là, mais restons un instant sur les solutions, Corinne Lepage. Vous dites que pour recréer la confiance dans la démocratie française, donc justement anémiée par des pertes de confiance successives, il faudrait imaginer, je vous cite, un contrat de mandature qui lie le mandat au mandant. En quoi consisterait-il concrètement ? C'est toujours, si vous voulez, il y a 2 gros reproches qui sont faits aux politiques. 1, vous promettez n'importe quoi, vous ne le tenez jamais. Et puis 2, vous pouvez faire n'importe quoi, vous êtes toujours impuni. C'est sur ces 2 choses-là qu'il faut travailler. Donc le premier, c'est effectivement la transparence sur les questions financières, qui n'implique pas la transparence, enfin tout au moins l'exposition de la vie privée. Moi, je fais une vraie différence entre les 2. Et sur le contrat de mandature, alors notre Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est interdit quelque part. Bon. Sauf que dans la vraie vie, il y a quand même un mandat impératif, c'est celui que vous donne votre parti.
Donc les citoyens, eux, ils n'ont pas le droit de donner un mandat impératif, mais votre parti, lui, il a le droit de vous l'imposer. Donc déjà là, à mon avis, il y a une difficulté. Le contrat de mandature, eh bien, c'est de s'engager sur un certain nombre de points et de pouvoir, à chaque étape, pouvoir surveiller effectivement la manière dont le mandat est exécuté. Et si tel point n'est pas fait, expliquer pourquoi. Parce qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire quelque chose qu'on s'était engagé à faire. Encore faut-il l'expliquer. Et moi, je crois que là-dessus, les choses peuvent être faites de manière assez simple. On y reviendra peut-être d'ailleurs dans la discussion avec nos amis. Passons justement à ce rassemblement national, au fond, que vous appelez de vos voeux dans un chapitre final du livre qui s'appelle « Imaginez la politique positive ». Donc vous vous référez justement à l'exemple du CNR, du Conseil national de la résistance. La France était en ruine, la France était par terre. La France surtout avait passé 5 ans avec un régime foncièrement anti-républicain qui collaborait activement, bien sûr, et notamment dans la solution finale avec l'Allemagne hitlérienne. Et il a fallu donc rassembler ce qui était épars au sein de cette France détruite. Et là, évidemment, on a tout de suite, si vous voulez, imaginé le dépassement des clivages traditionnels, communistes, chrétiens-démocrates, socialistes, ont siégé ensemble et ont su, dans l'intérêt de la nation, trouver des voies de réforme. C'est là d'ailleurs que s'inventent un certain nombre d'institutions sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut réimaginer quelque chose de semblable, bien que, évidemment, les situations ne soient pas totalement comparables entre 1945 et 2015 ? Oui, heureusement, on n'en est pas encore là, mais très franchement, on ne va pas bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne va pas bien. À tout point de vue. On ne va pas bien sur le plan économique, on ne va pas bien sur le plan politique et surtout on ne va pas bien sur le plan moral. Et je pense que c'est peut-être là le plus grave, c'est l'essentiel. C'est qu'on est dans un pays dans lequel on a le sentiment qu'il y a no future. Pas d'avenir, pas de futur, qu'est-ce qu'on devient on a l'impression d'une dégringolade qui ne s'arrête pas. Alors, c'est vrai que le 11 janvier a créé un espoir. Et le 11 janvier, on était, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, avec mon mari, à manifester. Le public de l'Arc du Jeu, effectivement, ne suit pas spécialement les consignes d'Alain Badiou. Hein. Voilà, donc on était manifestés. On ne demandait pas aux gens s'ils étaient de droite, s'ils étaient de gauche, s'ils étaient de centre, s'ils étaient ceci ou s'ils étaient cela. On était tous républicains. Et juste une anecdote, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup frappée, je dirais même bouleversée, en tout cas émue. C'était le mercredi soir. Donc le mercredi soir, avant le samedi, le jour de Charlie. Il y a une manifestation spontanée qui s'est organisée à la place de la République. Ça s'est fait par Internet. Moi, j'étais derrière mon écran, comme tout le temps. Et j'ai dit à mon mari, je pars à la République. Donc je suis arrivée à la République, dès 6 heures. Il y avait déjà 4-5 000 personnes. Il y avait un silence. Je dirais pas pesant, mais un silence comme il y en a dans les veillées mortuaires. C'est-à-dire quand on veille des proches. Donc les gens parlaient à voix basse. Et puis à un moment, il y a un jeune qui est monté sur la statue de la République, qui a été lui mettre le brassard de Charlie. Et à ce moment-là, il y a la Marseillaise qui s'est élevée, qui a été chantée. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu la Marseillaise chanter comme ça. Et ensuite, il y a des slogans qui ont commencé à sortir, mais tout ça a été totalement spontané. Et le premier des premiers qui est sorti, c'est « Même pas peur ». Et je suis restée là jusque vers 8h moins le quart, quelque chose comme ça. Et quand j'ai repris le métro pour rentrer chez moi, je ne pouvais même pas descendre dans le métro tellement il y avait de gens qui arrivaient. Et personne n'avait invité personne. Hein. Nous nous étions tous invités nous-mêmes. Et il y avait une forme... Je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer parce qu'on est toujours en pleine tragédie, une forme d'état de grâce. Nous nous étions retrouvés. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Et comment on fait, Corinne Lepage, aujourd'hui pour prolonger ce que Valls a appelé justement l'esprit du 11 janvier? Comment on fait? On peut Parce pas que c'est à portée de main, en réalité. On peut le faire, mais les partis politiques ne veulent pas qu'on le fasse. C'est ça le problème, c'est qu'on a retrouvé nos clivages. On a retrouvé l'instrumentalisation des choses. On a retrouvé ce qui fait notre quotidien. Donc je crois que c'est de même que ce mercredi soir, comme les 4 millions de gens qui étaient dans la rue, c'est pas le gouvernement qui a demandé à 4 millions de gens de venir, parce qu'il aurait pu le demander, ils ne seraient pas venus. C'est les Français
qui ont trouvé utile d'être dans la rue le 11 janvier. Ben, je pense que c'est la même chose. C'est de nous tous, c'est de la base qu'il faut repartir. Et c'est pour ça que je crois tant dans cette société civile qui ne demande qu'à bouger. Je suis frappée dans les réunions auxquelles je participe de tout genre, de voir non seulement les gens me demander, et ça fait des années, qu'est-ce que moi je peux faire, mais de gens dire aujourd'hui comment je retrousse mes manches. C'est-à-dire que nous avons quelque part pris conscience que notre avenir était dans nos propres mains. On n'attend plus forcément d'en haut que ça vienne. On est très nombreux à se demander comment ça peut venir d'en bas. Alors, on est percuté par une crise écosystémique majeure. Plusieurs livres y sont consacrés. Vous-même, d'ailleurs, vous avez été une des premières dans la vie politique française à faire triompher la prise de conscience. Aujourd'hui, d'ailleurs, des initiatives sont prises. 2015, ça va être l'année de la conférence climat. Qu'est-ce que vous en attendez personnellement ? Je vais vous dire, moi, je suis de plus en plus inquiète sur les questions climatiques. Et je ne veux pas donner des... Enfin, il y a des éléments nouveaux dont je ne peux pas parler parce que je n'en suis pas sûre. Mais, non, mais à titre d'hypothèse, allez-y, ici. Bah, écoutez, je vais vous en parler puisque vous m'y invitez, mais c'est des hypothèses. Il se trouve depuis quelques mois, se sont formés des cratères en Sibérie. Ce dont je vous parle est vraiment tout à fait récent. Hein. Des cratères très importants avec des explosions de quelque chose dont on imagine que cela pourrait être du méthane. Ça se passe dans le pergélisol, c'est-à-dire la partie glacée de la Sibérie. Ce sont des cratères importants qui vont jusqu'à 600 mètres. Donc vous voyez, c'est pas rien. Et on sait que c'est pas magmatique. Donc c'est pas une question volcanique. Donc la question c'est est-ce que c'est du relargage de méthane ou pas. Donc il y a des analyses qui sont en train d'être faites là-dessus. C'est très difficile parce qu'on ne sait jamais où ça va sauter. Hein, la Sibérie, c'est absolument énorme. Et il faudrait mesurer tout de suite pour voir si effectivement il y a des émanations importantes de méthane. Mais c'est une hypothèse. Si c'était le cas, ça voudrait dire deux choses. La première, c'est que ce qu'on redoutait, c'est-à-dire le relargage de méthane stocké dans le pergélisol, a commencé. Ça veut donc dire une augmentation potentielle des émissions de gaz à effet de serre considérable, puisque je rappelle que une tonne de méthane, c'est 24 tonnes de CO2. Et deuxièmement, ça veut dire que la ligne rouge, dont on parle tous depuis longtemps, serait franchie. C'est pour ça que je suis très prudente dans ce que je suis en train de vous dire, parce que je ne suis pas sûre du tout. C'est une information que j'ai eue il y a 48 heures. Donc, je n'en ai encore parlé à personne. Si vous m'y invitez, je vous en parle. Je n'ai rien écrit là-dessus. Je cherche à m'informer. Mais c'est pour vous dire à quel point la situation est vraiment très, très, très sérieuse. Les lobbies industriels freinent, vous pensez, les mesures que devraient prendre nos gouvernants ? On est dans une société du pétrole. Ce qui signifie très concrètement que les États pétroliers, avec lesquels on a quelques autres difficultés par ailleurs, et les sociétés pétrolières ont tout fait depuis 15 ou 20 ans pour éviter que des mesures qui auraient pu être prises il y a 20 ans le soient. Il faut quand même être tout à fait clair là-dessus. Et vous avez donc eu tout le mouvement climato-sceptique, financé notamment par Exxon, mais pas seulement, qui s'est développé aux États-Unis et qui est encore très puissant. Il se trouve que j'ai été faire une série de conférences aux États-Unis au mois de novembre, organisées par le Quai d'Orsay, précisément dans le cadre de la préparation de conférences climat. Et donc, je suis allée à la Nouvelle-Orléans, Vancouver et Los Angeles. Donc, j'ai pu rencontrer des Américains et des Canadiens, puisque Vancouver, c'est au Canada, et mesurer, notamment dans les milieux républicains, l'importance du climato-scepticisme et de la violence contre ceux qui le combattent. Je vous donne juste une anecdote, mais elle mérite d'être racontée. En Californie, qui est quand même un des États les plus en avance sur la question du climat, Schwarzenegger est celui qui a lancé le mouvement des régions
pour le climat. Il y a beaucoup les Tesla, c'est-à-dire des voitures très propres, très coûteuses d'ailleurs, mais très propres, se développent beaucoup. Il y a beaucoup de Prius. Enfin, c'est vraiment un État, je dirais, à vocation un peu européenne en ce qui concerne la question climatique. Eh bien, les Antilles achètent des trucks, des 4x4, c'est même pas des 4x4, c'est des autos avec des espèces de remorques. Ils trafiquent les pots d'échappement et lorsqu'ils croisent un piéton, un vélo ou une Prius, ils lâchent le max de pollution possible. C'est un sport national. Pour vous dire quand même l'état d'esprit, hein. C'est méchant. Alors, vous avez écrit avec votre mari, Christian Huguelot, le droit de l'environnement français. Hein. Aujourd'hui, ouais. Enfin, vous avez largement contribué, disons, à le fonder et à l'écrire. Est-ce qu'aujourd'hui, il est temps de renforcer cet arsenal juridique ? Je pense qu'on en a besoin parce qu'il y a incontestablement, de par le monde aujourd'hui, une montée en puissance contre le droit de l'environnement. Parce que crise économique, parce que lobbies qui sont gênés par les règles environnementales. Et donc, vous avez des attaques en règle, que ce soit au niveau communautaire, que ce soit au niveau national. La loi Macron, d'ailleurs, ayant une disposition spécifique sur ce sujet. Le principe de précaution est quelque chose qui est totalement détourné de son objet et régulièrement remis en cause. Et ce qui signifie que je crois qu'on a besoin non seulement d'avoir une vision défensive, mais surtout d'avoir une vision constructive. Parce qu'aujourd'hui, à mes yeux, il n'y a pas d'économie sans écologie et vice-versa. C'est les deux faces d'une même médaille. Imaginez qu'on puisse continuer un modèle de développement économique sans se rendre compte du coût et des catastrophes écologiques que l'on génère est une absurdité. C'est vraiment la construction d'un modèle non durable. Vous ajoutez à cela qu'il y a l'impact sur l'environnement, mais il y en a un autre auquel personnellement je suis extrêmement sensible, c'est l'impact sur la santé. Et très franchement, entre ce que nous buvons, ce que nous respirons et ce que nous mangeons, on a un cocktail qui, franchement, n'est pas très sympathique. Alors, bien sûr, on se rassure en disant « oui, mais la durée de vie augmente ». Premièrement, plus partout. Deuxièmement, ce qui compte... La France reste préservée pour ça. Hein. Oui, hein. On continue, mais moins. Mais ce qui compte, c'est la durée de vie en bonne santé. Et celle-là, elle n'augmente pas. Un Français sur 5 est en affection de longue durée. C'est quand même énorme. 1 sur 5. Ça veut donc dire du mal-être et ça veut dire des coûts pour la Sécu absolument colossaux. Et avec une vision de la santé publique qui est incapable de faire de la prévention l'élément majeur. On dit aux gens, on va soigner le cancer. On s'en réjouit tous puisqu'on est 1 sur 2 à y être exposé. Mais ce serait vachement mieux si au lieu d'être 1 sur 2, c'était 1 sur 10. Je veux dire par là que les efforts, ils devraient porter, bien sûr, sur le traitement, mais avant tout sur la prévention. Et là, on n'y arrive pas, très clairement. Et c'est un des domaines sur lesquels il faut absolument changer les choses. Eva Joly, donc, qui était la candidate de ELV en 2012, au présidentiel de 2012, disait que l'augmentation des cancers était due à la dégradation de l'environnement. Vous adhérez à cette thèse écologique ? Je ne sais pas si c'est une thèse écologique. C'est très difficile de chiffrer. Mais quand vous regardez les études sur la pollution de l'air, par exemple, et le nombre de morts prématurées liées à la pollution de l'air, c'est des études faites au niveau européen, pas par les écolos, mais par les instituts européens. C'est considérable. Quand vous regardez les statistiques d'augmentation des cancers, c'est astronomique pour les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire seins et pour les femmes, et puis, je suis désolée, j'ai un trou, prostate, merci, pour les hommes. Que vous regardez l'augmentation des maladies de la dégénérescence, vous allez me dire on vieillit, c'est vrai, mais pas seulement.
On établit de plus en plus des corrélations entre la maladie de Parkinson, par exemple, et un certain nombre de pesticides. Donc oui, très clairement, les corrélations, elles existent de plus en plus. Sauf que, mais là on rentre dans un autre sujet, la manière dont on évalue aujourd'hui les produits n'est pas faite suffisamment dans l'intérêt de la santé des consommateurs. Elle est beaucoup trop faite dans l'intérêt des lobbies industriels. Mais enfin ça, c'est un autre sujet qui a occupé mes 5 ans de mandature au Parlement européen. Un de vos chevaux de bataille aussi, hein, justement, la lutte contre les différentes multinationales. Alors vous le rappelez avec Jean Jaurès dans le livre que vous signez avec Bouchera Azouz sur les femmes au secours de la République, qui va sortir donc dans 3 jours, je crois, aux éditions Max Milo. Si la démocratie, écrivait Jaurès, fonde en dehors de tout système religieux, toutes ses institutions, tout son droit politique et social, famille, patrie, propriété, souveraineté, si elle ne s'appuie que sur l'égale dignité des personnes humaines appelées aux mêmes droits et invitées à un respect réciproque, si elle se dirige sans aucune intervention dogmatique et surnaturelle, j'ai bien le droit de dire qu'elle est foncièrement laïque. Ou plutôt, ajoute-t-il, j'ai le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques. Vous, ça vous plaît parce que ça réconcilie au fond vos 2 luttes actuelles, là, hein. Absolument. Démocratiser la République, c'est en fait approfondir la laïcité, si on vous comprend bien. Je pense que c'est un sujet absolument majeur. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas contre les religions. J'en ai une, je pense que d'autres en ont dans la salle. On peut être tout à fait avoir une religion et être profondément laïque, ce qui est mon cas. La laïcité, c'est quoi? C'est la garantie de pouvoir exercer dans la sphère privée la religion ou la non-religion que l'on veut, et la garantie de l'absolue neutralité de l'espace public à l'égard des religions. C'est un combat absolument fondamental aujourd'hui. Il l'était déjà il y a 20 ans, il l'est encore plus aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est devenu la condition sine qua non du vivre ensemble. Si nous reculons, un tant soit peu, sur cette question-là, alors je suis franchement encore beaucoup plus inquiète que je ne l'étais en rentrant dans cette salle. La laïcité, c'est une force formidable dont dispose la République française. Alors je sais bien que ça n'existe pas nécessairement dans d'autres pays, que c'est une spécificité française. Je dirais que j'ai vu quand même au niveau européen que si ça n'existait pas dans d'autres pays, ça intéressait un certain nombre d'autres pays qui sont confrontés un peu aux mêmes difficultés. La laïcité, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui permet d'appliquer les valeurs de la République, c'est-à-dire le fait de considérer un individu à égalité avec un autre parce qu'il est un citoyen comme un autre. Et ça s'appelle le respect de l'autre, ça s'appelle l'égalité entre les hommes et les femmes, et ce n'est pas un hasard si la question des femmes revient comme un boomerang dans la vie politique, tout simplement parce que le traditionnalisme et le patriarcat auxquels s'attachent certaines religions, l'islam, mais pas seulement, les autres religions du livre ont aussi, catholicisme comme judaïsme, un aspect très patriarcal pour certains. Il peut y avoir un combat commun des patriarcats contre les femmes. Et on le trouve aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie difficulté. C'est la raison pour laquelle la question de la femme est pour moi la question centrale et totalement liée évidemment à la question de la laïcité. Parce que la laïcité draine avec elle l'égalité des femmes. Il ne peut pas y avoir de laïcité sans égalité des femmes. Le recul sur la laïcité, c'est le recul sur les droits des femmes. Il y a un risque que certains candidats, par exemple à la prochaine présidentielle, ou leurs entourages, justement se prévalent d'une certaine modernité en disant, finalement, un peu plus de 110 ans après sa promulgation, il faudrait revoir la loi de séparation des églises et de l'État. C'est possible. Ça va être difficile quand même. Ça va être difficile. D'abord, il y a quelques accommodements, j'allais dire avec le ciel, qui ont été trouvés, notamment pour pouvoir édifier des mosquées avec des systèmes de baux amphithéotiques à très long terme
qui en fait sont des dons faits par des collectivités publiques à des associations cultuelles pour édifier des mosquées. Donc on est en limite, quoi. Il ne faut pas aller chercher trop loin sur le plan juridique, mais enfin, bon, ça s'est fait comme ça. Mais je crois que les atteintes, le grignotage des principes de laïcité est très préoccupant et quelque chose qui alimente incontestablement le Front National. C'est-à-dire le fait que, par exemple, vous ayez des difficultés à avoir une viande qui ne soit pas halal. Moi, à la limite, je m'en fous, mais je ne vois pas pourquoi je serais obligée de l'acheter halal. Le fait que dans les cantines scolaires, publiques, il y ait des régimes différents. Le fait que dans les services publics hospitaliers, il y ait des difficultés à soigner les femmes. Voilà, tout ça, c'est du grignotage de la laïcité. Et je pense que c'est quelque chose que nos concitoyens n'acceptent absolument pas dans leur immense majorité. Donc il faut le prendre comme c'est et ne pas reculer. Moi, je suis très inquiète, par exemple, de ce qui s'est passé au mémorial de Caen. C'est dans un autre sujet. Mais que le mémorial de Caen, comme on disait avec Christian, qui est le symbole de la résistance, de ceux qui ont résisté à l'oppression, à l'occupant, qui sont morts pour ça, soit un des premiers lieux qui recule par rapport à des menaces islamistes sur une réunion de dessinateurs, c'est un symbole, je trouve, terrible. Alors, je veux bien comprendre que le mémorial soit mal équipé pour assurer la sécurité. Enfin, écoutez, Caen est une grande ville, je pense qu'on pouvait quand même trouver un lieu où on pouvait assurer la sécurité des gens, quand même. Même si ce n'était pas au mémorial. C'était quand même possible. Donc je trouve que c'est très inquiétant, ce fait d'accepter petit à petit d'être grignoté. Vous savez, c'est l'histoire de l'écrevisse ou du homard qu'on plonge dans l'eau froide et puis on met la casserole à bouillir et puis il se retrouve cuit sans même s'en être rendu compte. Donc il y a une cuisson du homard laïque, c'est ça qui a lieu actuellement. Il faudrait éviter. Bon, merci en tout cas beaucoup pour ces paroles fortes, ces analyses très stimulantes. Chère Corinne Lepage, là on a parlé pendant 1h05, 1h10 ensemble. On n'a pas épuisé d'ailleurs tous les sujets et je pense que vous n'avez pas non plus étanché la curiosité de nos amis qui vont tout de suite prendre la parole. On a à peu près une demi-heure pour bavarder et pour poursuivre les analyses ensemble et les micros vont circuler dans les travées pour que vous demandiez à Corinne Lepage tout ce que vous n'avez jamais osé lui demander. Oui, madame. Et ensuite, monsieur. S'il vous plaît, vous m'avez troublé quand vous avez parlé de dialogue possible avec Nouvelle Donne. Est-ce qu'il est vraiment concevable de parler avec un parti sur lequel plane l'ombre de l'infâme Stéphane Hessel ? Je vais vous dire, j'essaye toujours de trouver partout ce qui peut être positif. Il y a à Nouvelle Donne des gens très différents. Je ne suis pas sûre qu'on arrivera à se mettre d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et il faut essayer de trouver une plateforme commune. Je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de points, je vous le dis très franchement, et les gens de nous citoyens encore beaucoup moins. Mais bon, je ne suis pas pour... Dieu sait que ce n'est pas mes idées, celles de Stéphane Hessel. Ça, on le savait. Hein. Oui, inutile de le dire. C'est pas celle de la règle du jeu non plus. Hein. Bon, pas du tout. Mais il n'y a pas que ça à Nouvelle Donne. Il y a des gens très variés et voilà, on essaye de travailler, ça marchera pas. Mais je pense qu'il faut essayer que la société civile s'organise et moi je travaille avec ce qui existe. Bonjour Corinne Lepage, on avait communiqué, je suis militante Europe Écologie depuis 22 ans en Savoie, tu dois connaître Thierry Billet. Donc, alors moi je suis un peu écartelée, depuis novembre 2010 j'avais milité au sein d'Europe Écologie avec Dany et d'autres pour une large coopérative. Moi je suis comme toi pour un rassemblement citoyen de Corinne Lepage à Beauvais en passant par Hulot. La situation est très grave au niveau écologique et au niveau laïcité. J'habite une ville, Albertville, comme je racontais à Madame, Albertville en Savoie, petite ville sympa. Il y a un radicalisme islamique. J'avais vu monter, si vous voulez, de gens que j'ai une amie qui est toubib à Albertville, écolo comme moi.
il y a des hommes qui refusent de lui serrer la main avant la consultation. Naturellement, elle leur dit « passez votre chemin ». Je suis extrêmement inquiète. Hein. Pourtant, je connais des musulmans républicains qui sont aussi inquiets de moi. Donc, que faire? Est-ce que je peux garder ma double appartenance Europe Écologie Rassemblement? J'aimerais te rejoindre. Je suis tiraillée. Hein. Voilà. Après, je peux pas te donner la réponse. Voilà. C'est chacun choisit pour lui. Mais si on a fait ce bouquin avec Bouchra, qui est une femme formidable. Ben oui, évidemment. Bouchra, c'est une ancienne présidente de Ni pute ni soumise. Voilà, c'est une fille qui est musulmane, assumée, républicaine jusqu'au bout des ongles. Et elle a des mots, enfin on a eu des mots très très sévères dans ce livre pour ces évolutions-là, parce qu'elles vont évidemment à l'envers de tout ce que l'on veut. Ce qui est très gênant, c'est que nous avons parfois affaire à des gens qui, de bonne foi ou de moins bonne foi, j'en sais rien, enfin, partons du point de vue du principe que c'est de bonne foi, vont aller soutenir des communautaristes qui vont être de plus en plus à la limite des radicaux parce que le colonialisme, parce que les victimes, parce que les opprimés, parce que tout ça. Je comprends très bien, sauf qu'il faut avoir une vision un peu plus générale des choses et quand même comprendre ce qui est en train de nous arriver. Bon. Et je pense que quelqu'un comme Danny Cohn-Bendit, là-dessus, comme d'habitude, j'allais dire, est impeccable. Quand, par exemple, à propos d'Assad, je ne parle pas du voyage des 4 députés, là, qui est très discutable, mais dit, bah oui, mais enfin, il se bat contre ceux contre lesquels nous nous battons, et donc à un moment donné du temps, les ennemis de mes ennemis peuvent être mes amis. C'est un boucher, mais on fait quoi ? Voilà, et donc je pense qu'il faut perdre une certaine naïveté parce que nous sommes dans un combat qui est un combat vital. Autant nos concitoyens d'origine musulmane sont des concitoyens comme vous et moi et avec les mêmes droits et nous devons défendre ces droits, autant l'islamisme politique, dont je l'ai dit avant Manuel Valls, donc je le dis très volontiers, je crois qu'on l'a écrit là-dedans, est un islamofascisme. Ça fait pas 60 ans, mais... Vous dites que c'est un fascisme comme les autres. Oui, exactement. Vous rejoignez la réflexion. Mais c'est vrai, enfin, c'est quoi un fascisme? C'est un totalitarisme, c'est des gens qui veulent vous imposer de force, y compris en vous tuant, leur idéologie. C'est ça le fascisme. Est-ce que c'est pas ça auquel nous sommes confrontés? Alors, l'important, c'est qu'effectivement, tous nos concitoyens républicains, quelles que soient leurs origines, puissent se battre pour la défense de la République et que nous soyons d'une voix aussi forte que possible contre ceux qui l'attaquent. Et c'est le sens de ce livre qu'on a écrit avec Bouchra en disant on peut venir d'horizons totalement différents, et c'est notre cas, totalement différents, et c'est notre cas, et se battre pour la même chose. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions à faire en France. En évitant les instrumentalisations, en évitant effectivement les achats de paix sociale au détriment de dérives qui ne sont pas acceptables. Je crois que les choses, elles doivent être dites. Merci beaucoup Corinne Lepage. On va prendre d'autres questions. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je crois que c'est très intéressant de voir ce qui se passe un petit peu dans les autres pays. Et en particulier, là, vous avez parlé de Ségolène Royal. Et début février 2006... Ségolène Royal, quand elle a commencé un peu à se manifester, bon, il y a une idée que moi j'ai trouvée très intéressante. Elle voulait s'inspirer beaucoup des modèles nordiques. D'ailleurs, moi j'avais créé suite à ça un blog qui s'est d'abord appelé Ségo Nordique, puis après Go Nordisk. Et ce blog d'ailleurs, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est très vite fait remonter les bretelles. Bah, bien sûr. Parce que dans le fond, et d'ailleurs Michel Rocard auparavant, je m'étais beaucoup intéressé à la pensée de Michel Rocard, avait bien comparé dans le fond, la social-démocratie et le socialisme. Et dans le fond, il y a un arrière-plan, il y a un substrat religieux. Dans le fond, le socialisme, le communisme, enfin les mots en isme, c'est typique des pays catholiques, alors que les pays protestants, c'est la social-démocratie qui n'existe pas en France. Et en particulier, alors, est-ce que la France n'est pas justement un pays de clivage? Parce que ce qui s'est passé... Alors, sur mon blog, je m'étais intéressé en particulier avec Dominique Méda, en particulier le concept de flexicurité. Alors c'est le grand concept.
qui était... Alors maintenant, les gens comprennent ce que ça veut dire. En 2006, personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Alors flexicurité, flexisécurité, bon, pour faire court, c'était le flexicurité, c'est flexibilité qui est un concept de droite, avec sécurité qui est un concept de gauche. C'était le Danemark. Le Danemark avait réussi, était excessivement efficace pour lutter contre le chômage. Mais alors, ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est très ironique, et c'est là le problème où il y a le blocage, dans le fond, de la France, c'est que c'est le blocage, le clivage droite-gauche, mais il y a plein d'autres clivages. Il y a le clivage entre les Juifs et les Arabes, qui n'existe pas dans les autres pays. Il y a le clivage entre... Bon. Mais alors, ce qui était très ironique, c'est que, donc, ce bloc qui, à l'origine, était un bloc de soutien à Ségolène Royal, bon, mais qui peu à peu est devenu un truc très pointu sur la flexicurité. Enfin, je rappelle que historiquement, la flexicurité, après, donc Ségolène Royal a complètement abandonné. Oui, il faudrait peut-être que Corinne Lepage puisse vous répondre là-dessus. Non, mais juste ironiquement, c'est qu'après, c'est Patrick Besson. Oui, mais on ne va pas faire l'histoire du concept de flexicurité, elle va vous répondre. Donc, est-ce que la France n'est pas justement un pays de blocage? De blocage, oui. Bon, alors d'abord, on pourrait en discuter, c'est pas l'objet du débat. Je suis pas d'accord pour dire qu'il y a qu'en France où il y a un problème entre la communauté juive et la communauté musulmane. C'est pas vrai. Il y en a, malheureusement, c'est assez généralisé. Et puis c'est pas vrai que c'est communauté juive contre communauté musulmane. Il y a des liens qui se font entre des juifs et des musulmans, et heureusement, à partir du moment où ils partagent la même chose, c'est-à-dire la République. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout sur ce type de clivage communautariste. Je suis au contraire sur la défense de l'idéal citoyen, qui va directement à l'encontre de cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans d'autres pays, vous avez le même genre de difficultés. Alors, sur la flexicurité, oui, bien sûr, c'est un outil qui est extrêmement intéressant, comme l'est le système démocratique. Les conférences de consensus, par exemple, c'est au Danemark qu'elles sont nées. Nous, on est incapable de les généraliser comme elles sont généralisées là-bas, qui permettent effectivement d'associer le public à la prise de décision très en amont. Alors, je ne sais pas si j'ai 2 minutes peut-être pour expliquer ça, si tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est un système qui existe au Danemark depuis les années 80. Qui donc rejoint les questions de gouvernance, et j'en parle assez longuement dans mon bouquin de ça. Ça consiste sur un grand sujet de société à essayer de cerner au plus près ce que pensent les gens, ce que pense l'opinion publique. Donc, les Danois, ils lancent d'abord un appel à candidature pour faire partie du panel de citoyens. Ensuite, il y a une sélection qui se fait, on enlève tous les gens qui peuvent avoir un intérêt personnel dans la solution du problème. Et ensuite, on fabrique un panel qui est représentatif. Dans le même temps, il y a une première panoplie, si je puis dire, d'experts qui forment ces citoyens pendant 3 week-ends sur le sujet. Ensuite, les citoyens eux-mêmes désignent les experts qu'ils veulent entendre. Et ça recommence pour 1 ou 2 week-ends. Et ensuite, il y a le débat du panel avec ceux qu'ils veulent entendre à nouveau. Puis, le panel de citoyens rend son avis. Alors, toute cette opération est extrêmement médiatisée. Le panel se tient en public. Alors, seuls les panélistes peuvent intervenir et poser des questions, mais les journalistes peuvent faire passer des questions aux panélistes. Et l'avis est rendu public et très médiatisé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait très en amont du débat parlementaire, de telle sorte que les parlementaires ne se sentent pas dépossédés de leur pouvoir, puisque c'est eux, en définitive, qui vont trancher, mais ils vont trancher en connaissant l'avis citoyen. Et donc, c'est une manière de faire qui est très intéressante, parce qu'elle mêle bien le système de la démocratie représentative et de la démocratie participative. Il y a d'autres systèmes. Il y a un système canadien que je cite de conférences de citoyens qui est très intéressant, qui permet d'essayer de faire des espèces de consultations d'abord réduites sur des panels, et puis ensuite d'arriver à une grande consultation sur un sujet qui, pour passer, doit obtenir des règles de majorité extrêmement sévères. Mais là aussi, c'est une autre manière de décider, de faire participer les gens à la décision. Mais la différence fondamentale, je pense que c'est dans le sens de la responsabilité du citoyen. C'est quand même assez curieux que nous soyons le peuple porteur de cette idée de citoyenneté et que, dans la vraie vie, nous soyons avec une mentalité d'administré, c'est-à-dire assez passive en définitive. Et je crois que c'est contre cela
qu'il faut lutter et que l'abstentionnisme est un peu le résultat de cette révolte contre cette situation-là. En disant, puisque je ne peux pas agir, je ne m'occupe plus de cette affaire politique. Ce qui avait été théorisé d'ailleurs par le politologue Albert Hirschman, cette oscillation du peuple mécontent entre ce qu'il appelle exit and voice, c'est-à-dire le retrait civique, ou au contraire la protestation. Donc on est un peu, la France aujourd'hui, on est un peu là. Merci beaucoup Corinne Lepage. D'autres questions? Je pense que... Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. Le simple citoyen que je suis est d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il y a une chose dont il me semble que vous n'avez pas parlé, et ça me paraît être la cause, parce que j'ai compris que le débat c'était comment réhabiliter la politique, ça me paraît la cause principale de ce désintérêt, de cet abstentionnisme d'une grande majorité de nos concitoyens, c'est qu'est-ce qui légitime l'action politique? C'est que les politiques maîtrisent le cours naturel de l'économie. Et le cours naturel de l'économie, on le voit, c'est que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et c'est le cas aujourd'hui en France et ailleurs. Donc il y a un accroissement des inégalités. Or, là-dessus, très curieusement, vous n'avez rien dit. Or, ça me paraît être la cause essentielle, principale, centrale du désintérêt, de l'abstentionnisme, tout ce qu'on veut de négatif auprès de nos concitoyens. Petite question subsidiaire, vous êtes un peu plein de la presse. Est-ce que vous avez envoyé beaucoup de colonnes d'opinion au Monde et qui vous ont été refusées? Réponse oui pour la deuxième question. Oui pour la deuxième. Il y en a quelques-unes qui sont passées, mais il y en a beaucoup qui ont été refusées. Sur la première question, j'aborde un peu le sujet dans le bouquin. C'est vrai que ce n'est pas au centre du bouquin, mais j'en parle, parce que c'est effectivement un sujet tout à fait majeur. Et le fait est que le politique a perdu du pouvoir et du poids par rapport à l'économique. Et je dirais même par rapport au financier, plus qu'encore que par rapport à l'économique. Parce que c'était que par rapport à l'économique, je dirais que ce serait moins grave. Mais c'est par rapport au financier, et c'est ce qui nous entraîne dans les dérives que nous avons, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la finance met la main sur une grande entreprise, et je pense notamment à toutes les politiques des multinationales, vous avez des taux de rentabilité absolument délirants qui sont exigés pour satisfaire les actionnaires, ce qui fait que vous n'avez en fait aucune durabilité dans les politiques des entreprises, puisqu'elles sont faites en fait pour sortir du cash et pas du tout pour investir en fonction de l'avenir, et que donc vous avez des dérives qui conduisent effectivement à des taux de rentabilité pour les actionnaires incroyables, et bien entendu c'est payé par les salariés et tous ceux qui ne le sont plus. Voilà, c'est ça la dérive du système. Donc en fait, derrière la question que je pose, et c'est pour ça que je m'appuie tellement sur la société civile, c'est qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Le politique a effectivement perdu beaucoup de pouvoir par rapport à l'économique, et le débat, j'ouvre juste une parenthèse, sur le traité transatlantique est à cet égard absolument central. Si nous perdons le débat sur le traité transatlantique et que ce truc-là passe, alors là, très franchement, je ne vois plus très bien comment on fait. Donc ça, pour moi, c'est un sujet absolument majeur. Et attention, tout le monde est focalisé sur le TTIP. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus urgent. C'est le traité avec le Canada, qui lui est déjà signé. Il y a la même chose dedans. Le Canada appartient à l'ALENA, dans lequel il y a les États-Unis. Il y a le tribunal dont on ne veut pas, arbitral, dans le traité avec le Canada. Et le traité avec le Canada, il doit être ratifié par le Parlement européen et par le Parlement nationaux au cours de l'année 2015. Donc, de se battre contre le TTIP, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et le débat, il ne va pas être triste parce que, je lisais ce matin même, qu'il y a eu une initiative citoyenne européenne de 4 millions de signatures pour demander à la Commission de retirer le TTIP et que la Commission l'a mise à la poubelle. Donc 4 millions de citoyens ne pèsent pas grand-chose face à la Commission. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres questions pour Oui. vous, Corinne Lepage. Oui, madame. Parmi les aspects de votre action publique qui me semblent tout à fait remarquables, il en est une que je privilégie tout de suite, c'est
votre potentiel d'intervention immédiate. Et j'y pensais ce matin en entendant à la radio des choses concernant la situation à la flotte actuellement, où vous avez débarqué tout de suite. Et il me semble qu'en dépit de la nécessité qu'il y aurait de renouveler la législation concernant l'environnement, etc., il y a un nombre important d'occasions qui pourraient susciter des initiatives ici ou là, etc. Je pense en particulier à la question du développement des sites agro-industriels, etc., pour lesquels l'initiative est un peu démunie, si je puis dire. Et je voudrais essayer de comprendre s'il n'y a pas moyen de mettre en place quelque chose qui aide les groupes, les personnes, etc., à prendre les choses en main, précisément sur le terrain législatif, sur le terrain réglementaire, etc. Merci beaucoup, monsieur. Elle va vous répondre. Alors, oui, bien sûr. Bon, la faute sur mer, je dirais que je l'ai fait à titre professionnel, puisque j'ai défendu les victimes. Donc ça, c'est mon activité d'avocate qui, pour moi, est très importante, parce que c'est mon métier et que j'adore ce métier. Et qui se combine aussi avec mon action politique, parce que tout ça, dans ma tête, fait quand même un tout. Je ne me coupe pas la tête le matin en sachant quelle activité je vais avoir ou pas. Pour répondre à votre question, monsieur, c'est une question qui me taraude. Et l'initiative que j'ai prise sur les autoroutes s'inscrit exactement dans cette ligne-là. Vous avez peut-être vu que j'ai lancé, il y a maintenant 15 jours, un mouvement, enfin c'est pas un mouvement, enfin je sais pas comment il faut appeler ça, une initiative, disons. Initiative citoyenne, oui. Pour permettre à tous les usagers des vieilles autoroutes, dès lors qu'ils disposaient de la preuve de leur péage, de réclamer 20% de ce qu'ils avaient payé. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça d'abord parce que ça fait 5 ans que je suis le dossier des autoroutes. J'ai écrit un bouquin il y a 4-5 ans qui s'appelait « Le patrimoine des Français en péril ». Et il y avait déjà un gros chapitre sur les autoroutes et que je suis exaspérée par le fait que tout le monde est d'accord, Cour des comptes, Conseil de la concurrence, Parlement, gouvernement, pour dire qu'on ne paye pas ce qu'on devrait payer et qu'on est toujours dans le blabla. Et donc moi, je suis plutôt pour l'action et donc ça m'a exaspérée. Et puis deuxièmement, je cherchais une illustration de ce que j'écris. Quand je dis la société civile peut agir. Comment? Et donc j'ai eu l'idée de cette action citoyenne, qui visiblement marche très bien, puisqu'il y a 43 000 personnes qui, en 15 jours, se sont inscrites sur ce site, actioncivile.com au passage. J'ajoute, pour être tout à fait transparente, que je ne touche évidemment pas un centime dans cette affaire, que j'ai fait ça de manière totalement citoyenne et bénévole, pour permettre précisément aux gens qui voulaient agir de pouvoir le faire et de pouvoir créer un état, un nouveau rapport de force entre les usagers et les sociétés autoroutières. Et pour moi, si ça marche, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir réutiliser pour autre chose. C'est-à-dire une manière d'agir qui est complètement légale, je suis assez légaliste, totalement légale, mais qui permet de changer le rapport de force. Et ça répond partiellement à la question précédente qui m'était posée sur le politique. Pour moi, le politique, c'est la gestion du bien commun. À partir du moment où le politique n'arrive plus vraiment à gérer le bien commun parce qu'il y a trop de pression ou de lutte d'influence, eh bien, c'est à la société de rétablir l'équilibre. Et donc, je conçois mon travail comme étant celui d'imaginer les outils de récupération par la société civile de moyens précisément pour revenir à une gestion saine du bien commun. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a d'autres questions. Comme vous êtes remarquablement pragmatique, je voudrais savoir ce que vous avez comme... au fond, peu importe. Concernant justement ce qui est débattu par certains, proposé par certains, la limitation du nombre de mandats au cours de la vie d'un ou un individu ou une individu. Et en fait, si les personnes sont exceptionnelles, alors je pense à vous, Madame Rivasi, voilà, je ne vois pas pourquoi on priverait notre pays de personnes volontaristes, volontaires, intelligentes, multi-actives. Donc je trouverais ça dommage
de supprimer l'épanouissement et les actions possibles de gens remarquables. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? C'est très gentil. Moi, je suis pour le non-cumul des mandats dans le temps et dans l'espace. 2, pas plus. Alors, c'est 2 fois le même mandat. Ça ne vous empêche pas d'aller en chercher d'autres. Mais ça évite... non, mais c'est vrai, mais ça évite le clientélisme. Ça évite d'ancrer des gens dans des rapports dominés à dominants qui ne sont pas sains. Donc voilà, je pense que ce que je fais actuellement, vous voyez, je n'ai pas été réélue au Parlement européen, bon, c'est comme ça, j'aurais fait volontiers un 2e mandat, je suis très contente de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc il y a beaucoup de manières de faire pour servir la cause qu'on a envie de servir et être utile aux gens. Mais de toute façon, même si j'avais été réélue une 2e fois, j'aurais jamais demandé le 3e. Parce que je trouve que 2, c'est bien, ça suffit. Et ensuite, il faut faire autre chose. Un principe d'autolimitation qui est très écologique, justement, dans son principe. Lutte contre l'hubris, contre la démesure. On va prendre d'autres questions encore. Petit tour de questions, finale. Deux petites questions, je suis là. Oui, oui. Comment vous expliquez, par rapport à sur la question de la participation justement de la société civile et l'abstentionnisme aux élections, etc., comment vous expliquez, parce que je l'ignore au fond, que ça soit si rare, depuis qu'on avait eu cette excentricité de Coluche se présentant pour être président de la République, mais comment se fait-il, est-ce qu'il faut certaines conditions, d'être déjà dans une partitocratie comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus... Au fond, il y a une espèce d'attente de l'homme providentiel actuellement. Les gens sont tellement désespérés, qui est très dangereuse d'ailleurs, mais qui n'est pas plus... Au fond, c'est un peu toujours les mêmes qui se présentent avec les mêmes idées, etc. Et ma 2e question, c'est sur la question de la laïcité et effectivement... Bon, qui est quelque chose aussi terriblement essentiel. On n'entend plus beaucoup parler de Ni pute ni soumise, qui était une association extraordinaire, hein, et extrêmement... comment, moi je me pose toujours un peu la question de ce silence des femmes musulmanes non voilées vis-à-vis de leurs consoeurs voilées. Et je trouve qu'il y a un travail qui devrait être fait par elles. Moi, je me sens tellement mal à l'aise en tant que non-musulmane, vit avec toutes ces femmes voilées qui pullulent. Enfin, je veux dire, bon, et le problème que ça pose, qui est un des problèmes les plus voyants, les plus... il faut dire les mots, comme vous dites, il faut mettre des mots sur les choses. Bon, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et pourquoi on n'entend plus beaucoup parler de Ni pute ni soumise, que vous savez ce qu'elles deviennent? Merci beaucoup. Alors, 2 questions. Bon, sur la première, assez rapidement, parce que c'est le parcours du combattant. Quand vous êtes à la tête d'une petite formation, ce qui était mon cas, le coût d'une campagne présidentielle est quelque chose d'absolument délirant. On n'a pas les moyens financiers. Donc il faut avoir les 500 signatures, ce qui vous donne un petit peu d'argent. Moi, ça m'a permis de faire une campagne en 2002, de faire quasiment 2% des voix, avec vraiment 3 fois rien. Ce que m'avait donné l'État, c'est-à-dire à l'époque, ça devait être 500 000 francs. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais déjà, il faut y arriver. Or, le système des partis verrouille complètement les signatures. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails là-dessus, mais si vous lisez mon bouquin, j'explique pourquoi. Donc, c'est extrêmement difficile. Alors, il y en a un qui est arrivé, qui est Cheminade, mais Cheminade, il avait un fric fou. Il avait un fric fou, il était soutenu par une espèce de secte américaine, et il avait beaucoup d'argent. Voilà, donc il est arrivé comme ça, et aidé par un certain nombre d'élus qui avaient un peu les mêmes orientations, disons. Voilà, ça c'est pour le premier point. Alors pour le deuxième, Ni pute ni soumise ne va pas bien. Incontestablement pas bien. Il y a eu des crises successives depuis que CIEM est parti, et donc c'est une association qui aujourd'hui végète malheureusement. Bon, il y a Bouchra est une femme qui se bat et qui a monté une association de féminisme populaire précisément pour travailler dans les quartiers et pour travailler avec les femmes musulmanes et pour leur émancipation. Et tout le sujet, c'est celui... Alors, vous avez deux types de cas. Vous avez le cas de femmes non musulmanes à l'origine qui se convertissent
et qui deviennent plus respectueuses du dogme que celles qui ne le sont pas, hein, à l'origine. Et puis vous avez des femmes qui se voilent parce qu'elles veulent la paix, tout simplement, et qu'il y a une pression qui s'exerce sur elles, qui est absolument colossale, qui est effectivement le poids des grands frères. Mais c'est pour ça que je crois que c'est très important que nous veuillions reconquérir notre espace public. Chez soi, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas un problème. L'espace public, c'est l'espace public. Et c'est pour ça que moi, je suis un défenseur acharné de la loi sur la burqa. En tant que femme, je me sens humiliée par une femme qui se cache dans une burqa. Voilà. Je ne me sens pas inférieure aux hommes. Je termine un bouquin qui vient d'être écrit sur Golda Meir. Et je lisais à Christian ce matin un truc qui m'a fait rigoler. Ben Gurion, on dit que Ben Gurion disait d'elle qu'elle était la femme, l'homme le plus actif de son gouvernement. Et elle dit, mais d'abord, c'est pas vrai. Et en plus, je trouve pas du tout que ce soit un compliment parce que cela signifierait qu'il vaut mieux être un homme qu'une femme et c'est pas du tout ma position. Voilà. Je trouve ça très joli. Je suis pas sûre que ce soit exactement les mots, mais enfin, l'idée est bien celle-là. Et ça me faisait rire en lisant ça ce matin. L'idée est bien celle-là. Et voilà. Donc, je pense que les femmes ont un rôle particulièrement important à jouer dans tout cela. Eh bien, nous allons terminer cette passionnante rencontre, Corinne Lepage, en vous remerciant, en vous applaudissant d'ailleurs aussi sur cette note relativement optimiste. La reconquête de l'espace public, elle peut avoir lieu à condition de le vouloir. Je rappelle les titres de vos derniers livres, nouveaux livres, donc Les femmes au secours de la République, de l'Europe et de la planète avec Bouchera, Bouchera Azouz, aux éditions Max Milo, c'est la semaine prochaine, jeudi. Et puis, bien sûr, Les mains propres et non les mains sales, au titre sartrien, livre donc déjà paru le mois dernier, aux éditions Autrement, où vous interrogez donc, comme vous l'avez tous compris, chers amis, sur les voies d'une refondation de notre vie politique et plus largement de notre vie publique. Merci à tous. Vous retrouverez l'intégralité donc de cette conversation sur le site de La Règle du Jeu, www.laregledujeu.org. À très bientôt.